Notre objectif, dans les délais les plus brefs, est de détruire l'ennemi qui se trouve actuellement dans la région. Mais il est surtout de libérer entièrement la région de Koursk. De rétablir une situation normale au long de la frontière et de penser à créer une zone de sécurité. C'est vrai que c'est très rare de voir Vladimir Poutine dans cette tenue, Sergueï Girnov. On n'a pas du tout l'habitude. C'est déjà arrivé, mais on ne va pas dire qu'on le voit tout le temps comme ça. C'est vraiment très rare, effectivement. D'ailleurs, c'est un uniforme assez coquin, parce qu'en fait, il ne porte pas d'épaulettes, il ne porte pas de grade ni de son nom, comme c'est à l'habitude en fait sur les tenues militaires, même si ce sont les tenues militaires de campagne, ça veut dire ils sont en vert, et en fait, de loin, on voit rien du tout. C'est pas l'uniforme de tous les jours. Mais je crois que en fait c'est un signe qu'il envoie et d'abord à Trump. Et ensuite à la Russie, en fait, à l'intérieur de la Russie. Parce qu'on a commencé à lui reprocher d'avoir vendu en 3 jours, en 2 semaines, la Russie à Trump, l'ennemi, en fait, avec lequel il a dit qu'il combattait depuis 3 jours. Et donc, en fait, il nous joue ça. Mais c'est pas, en même temps, c'est pas quelque chose d'étonnant. Parce que je vous rappelle quand même qu'on a passé les images il y a une semaine, et il était au collégium du FSB. Quel est le message qu'il envoie? Le monde entier attend la réponse de Poutine, le monde entier, vraiment, on peut dire que tous les médias du monde entier, etc., attendent ce moment-là. Sa première apparition, c'est en uniforme, dans la région de Koursk, la guerre continue, avec un langage disant, voilà, on va reprendre, la guerre continue, et on verra. La guerre continue. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il a dit un truc très important, il a dit que les militaires ukrainiens qui sont dans la région de Koursk seront considérés comme des terroristes s'ils sont pris comme prisonniers de guerre. Ça, c'est un message au monde entier pour dire que de toute façon, les lois internationales, si vous essayez de me faire rendre des prisonniers, de me faire rendre des civils, je vais faire comme je veux, parce qu'aujourd'hui Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a dit qu'il fallait aussi prendre en compte les désirs des Ukrainiens de faire revenir les civils qui sont prisonniers. Et donc là, Poutine, en fait, refait de nouveaux prisonniers qui n'auront pas le statut de prisonniers de guerre. Donc c'est vraiment une démonstration de force avec des mots très subtils. Réaction de chacun là-dessus, c'était vraiment insistant là-dessus. C'est le moment que tout le monde attendait. On attendait la réponse de Poutine, et pour l'instant, sa réponse officielle, on va voir tout à l'heure qu'il y a des informations de presse officieuses, mais officiellement, c'est ça. Est-ce que ça peut être vécu comme une provocation ? Provocation, non, mais c'est un message selon lequel les opérations militaires continuent de plus belle, avec la plus grande gravité, entouré du général Gerasimov, qui est l'homme qui a rasé Grozny, que mon frère Pierre, quand il était chef d'état-major des armées, a bien connu, qui est quelqu'un d'extrêmement dur, de passablement déloyal, paraît-il, dans les relations. C'est un message inquiétant. C'est une négociation très dure. Notre ami Sergueï Girnov vient de dire que les Russes reprochaient potentiellement au président Poutine d'avoir tout cédé aux États-Unis. On vient de dire depuis un mois à tort que Trump avait tout cédé à la Russie. Tout ça, c'est faux. C'est une négociation extrêmement difficile, bloc contre bloc, et il n'y a que Trump, avec son savoir-faire du deal, qui pourra sans doute arracher cette paix. Et on est au cœur du sujet. Vous posez le cœur du sujet ce soir, puisque évidemment, tout le monde va essayer d'évaluer ce que la Russie va exiger, et si oui ou non la Russie peut entrer dans les raisons de Trump. Oui, bien sûr. Alors là, on est effectivement sur un Poutine qui s'affirme comme chef de guerre, qui vole un petit peu aussi au secours de la victoire. Il n'a pas eu beaucoup, mais là, ses forces sont en train de reprendre complètement la poche de Koursk. Donc là, il vient sur les lieux d'une victoire. Il n'a pas eu tant que ça, donc autant en profiter. Et en même temps, pour dire, écoutez, voilà, la négociation, cessez le feu, on verra. Ce sera à mes conditions. Qu'est-ce qu'il a comme uniforme là? Vous êtes le professionnel de la profession. Là, c'est quoi cet uniforme exactement? C'est un uniforme de campagne. Sergueï l'a dit. Alors il n'y a rien. Il n'y a pas d'épaulette. Il n'y a pas de... Non, alors là, il est lisse. C'était au cas où Sergueï disait n'importe quoi. On voudrait juste que vous confirmiez. Non, mais bien sûr, normalement, effectivement, on voit ce qu'on appelle la bande patronymique, les grades, tout ça, qui sont en vert aussi pour être discret. Mais là, apparemment, il ne porte rien du tout. Il est complètement anonyme, en fait. On sent qu'il n'a pas trop l'habitude, quand même, de porter. 3 ans de guerre, et enfin, on voit Poutine qui essaye lamentablement imiter président Zelensky, qui porte son uniforme
uniforme depuis le début. Et là, elle s'est dit peut-être ça me donnera un peu plus de force. Pour moi, c'est un spectacle vraiment pitoyable, parce que c'est pas parce qu'on met en tenue militaire qu'on devient chef de guerre ou qu'on prend un grade. C'est tout simplement, on voit que son armée, il est dans la difficulté, même si il y a des choses qui avancent dans la région de Koursk. Mais attention, je ne pense pas que c'est vraiment l'avantage de l'armée russe, parce que comme par hasard, ce retrait de l'armée ukrainienne arrive à la fin de négociations entre les Ukrainiens et les Américains. Stéphane Marchand. Poutine, en dépit de ses fanfaronnades en uniforme, est quand même dans une situation pas facile, parce qu'il a reçu le texte assez bref de l'accord entre les Ukrainiens et les Américains, et il a vu le mot cessez-le-feu immédiat. Et il sait très bien ce que ça veut dire. Si jamais il était tenu d'accepter un cessez-le-feu immédiat, ça voudrait dire qu'il n'aurait pas le contrôle des 4 oblasts qu'il a annexés. Et donc pour lui, c'est une situation extrêmement difficile. Autre situation difficile, quand on mesure ce qu'il a fait, quand on voit la progression des pertes russes doublement chaque année, il y a peut-être eu 100 000 morts russes en 2024 pour 0,58% du territoire ukrainien conquis. Donc c'est ça aujourd'hui l'équation de Poutine. Retourner ça à son avantage, la seule chose qu'il puisse essayer de faire probablement, c'est de faire durer indéfiniment jusqu'aux élections de midterm. Peut-être qu'il parie sur ce genre de choses, que la politique américaine cesserait de faire de Trump un géant. Stéphane Marchand, quelle est la part de surenchère, quelle est la part de pose et de posture, et quelle est la part d'opposition réelle à un cessez-le-feu? Il y a quelques éléments qui transparaissent dans la presse américaine. Notamment quand on lit le Washington Post ce soir, Vladimir Poutine ne serait pas enclin à accepter ce cessez-le-feu, tout simplement parce qu'il a le sentiment d'être en position de force. Il rejette les plans préliminaires du président Donald Trump pour un accord de paix dans les 100 jours, les qualifiant d'impossibles à réaliser, et affirme qu'une résolution pacifique de la crise ukrainienne ne peut intervenir avant 2026. Est-ce qu'il peut se permettre, Emmanuel De Villiers, de dire non à Donald Trump? C'est un négociateur retors et connu comme déloyal. On ne peut pas dire autre chose. Donc il est évident que, comme dans les affaires, il va tout de suite dire non. Il va tout de suite dire on m'a roulé dans la farine, mais il prêche le faux par rapport au vrai, et évidemment que les points de vue vont se rapprocher. Donc il va revenir à la raison. Les points de vue vont se rapprocher d'abord par les équipes de négociation et de manière ultime par la rencontre au sommet Poutine-Trump. On rappelle en effet que la perspective prochaine, c'est possiblement une rencontre. Ils vont se parler, il y a déjà, semble-t-il, on va y revenir, on va avancer pas à pas, des émissaires américains en Russie dans les prochaines heures. On sera même à Washington pour en savoir plus. Effectivement, et là, ce sera évidemment le moment décisif. Mais pour l'instant, est-ce qu'il est en train de faire monter les prix ? Oui, d'une certaine façon. Il essayait de montrer qu'effectivement, lui, a le temps. Il a le temps pour lui, alors que Trump, lui, veut absolument quelque chose de rapide. Et donc, il essaie de jouer sur cette faiblesse, en réalité, de Trump, en disant, écoutez, voilà, on va faire traîner, en réalité, en longueur, le plus longtemps possible, les négociations, de façon à ce que moi, j'obtienne le maximum. Alors, d'un point de vue territorial, il y a une priorité absolue, c'est de reprendre le territoire de Koursk qui est encore aux mains des Ukrainiens. Ça, c'était quelque chose qui était un préalable évident avant toute possibilité même de cesser le feu. Pour le reste, effectivement, si on ne peut pas imaginer qu'ils puissent en réalité conquérir à horizon visible les 4 oblasts complets du Donbass, de la même façon que les Ukrainiens savent très bien que maintenant qu'ils n'ont pas les moyens pour reconquérir, libérer complètement ces territoires. Donc les enjeux se joueront certainement sur le reste. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après ces cessez-le-feu, et notamment qu'est-ce qui se passe en Ukraine. Est-ce qu'il y a les fameuses garanties, est-ce qu'il y a des troupes, pas des troupes, et est-ce que c'est spécifiquement régime, dans la manière de négocier, est-ce que c'est spécifiquement russe et est-ce que c'est spécifiquement poutinien, comme ça, de surjouer le côté moi attendez, j'ai pas besoin de répondre tout de suite, parce qu'un occidental se serait tenu, il aurait déjà été forcé de répondre. Il y aurait eu 3 conférences de presse où il aurait dû répondre aux journalistes. Là, en réalité, il a tenu un discours, on entendra des déclarations, mais il ne parle pas du cessez-le-feu, à ma connaissance. Ça, c'est évident, et en fait, c'est poutinien. C'est vraiment poutinien, parce que je vous rappelle quand même qu'il est là depuis 25 ans.
Il est là depuis 25 ans, ça veut dire qu'il est déjà, si vous prenez les mandats de 4 ans, il est à son 7e mandat de 4 ans. Oui. Et en fait, c'est... Donc il a eu combien de présidents de la République, président américain? C'est justement ça, en fait, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, il y a 2 personnes dans le monde, c'est la reine d'Angleterre et le président Poutine, qui collectionnaient en fait les présidents. Vous faites sursauter sa mandat de le record absolu, parce qu'en fait, il les a vu, je sais pas, 16 présidents. Oui, mais en même temps, la situation est d'une gravité complètement inédite. Absolument. Pour être là depuis un siècle, c'est une situation complètement inédite. 1 million de morts et de blessés. Les 2 parties, Ukraine et Russie... Et toujours à son initiative, hein, n'oublions pas. Bien sûr. C'est lui qui a lancé tout ça. Bien sûr. Ukraine et Russie sont quand même passablement au bout du rouleau. Donc il y a des arguties, il y a de la mise en scène de négociations, mais les 2 parties veulent arriver au bout. Mais il sait qu'il n'y a pas d'élection en Russie. En fait, les élections de Russie, il sait très très bien que la Constitution lui permet de rester jusqu'à 2036. Même si la Russie s'écroule sous le poids de cette guerre, même s'il y a des critiques, etc., ça lui permet... En fait, il sait que Trump, quoi qu'il arrive, dans 3 ans et demi, il ne sera plus là. Poutine, il sera encore là s'il est vivant. Je crois qu'il y a une chose qui est quand même très importante de noter, c'est que la position de la Russie n'a presque pas changé d'un centimètre depuis le début de cette guerre. Et ils continuent à dire qu'ils veulent la démilitarisation de l'Ukraine, que l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN. Et là, aujourd'hui, alors il l'a pas redit aujourd'hui, mais il a redit il y a quelques jours qu'il veut l'entièreté des oblasts qui ont été légalement, selon la Russie, incorporés à la Fédération de Russie. Et rien ne bouge. Donc, on ne peut pas s'attendre à autre chose. Ce qui va être intéressant de voir, c'est que s'il bouge, qu'est-ce qu'il aura obtenu des Américains en échange d'un bouger? On va voir ce qui se passe sur le terrain, parce que là, il y a ce que prétend Poutine qui reprend du terrain, et hélas pour les Ukrainiens, effectivement, dans cette région de Koursk, mais enfin, après des mois, les Ukrainiens ont tenu depuis août, donc on peut dire que c'est une opération quand même de très longue durée, réussie jusqu'à présent par les Ukrainiens. On va venir à la situation militaire, mais avant ça, le hasard des dates. Est-ce qu'il est possible que Trump ait donné un petit coup de pouce à Poutine par le renseignement qui a été coupé et que ça permet aux Russes de progresser dans cette région? C'est ce qui lui a été reproché. Hein. C'est ce que ça se dit beaucoup, effectivement. Ce qui est certain, c'est que la coupure du renseignement, alors ça a toujours un effet immédiat, hein, couper le renseignement. Les équipements, ça met il y a toujours du temps avant de produire des effets sur le front, mais le renseignement, c'est immédiat. Et notamment la capacité pour les Ukrainiens à pouvoir frapper en profondeur avec les armes, notamment américaines, les HIMARS, les lance-roquettes multiples, les missiles ATACMS lancés depuis le sol, etc. Tout ce qui permettait aux Ukrainiens de taper sur le 2e échelon russe, le commandement, la logistique, et qui en même temps permettait de freiner les opérations russes en première ligne. Donc si c'est le cas, il y a un lien très direct. C'est-à-dire, au fond, le plan Trump, ça a été aussi, si c'est le cas, d'aider un peu les Russes à reprendre la région de Koursk, parce que ça le fait avancer dans son plan. Bon, il n'y a pas que ça, incontestablement. Il y a aussi une manœuvre russe qui a été plutôt réussie, il faut quand même le dire. Mais aussi, on peut parler, par exemple, des effets sur les bombardements russes. On s'aperçoit que les interceptions ukrainiennes des missiles russes ont diminué d'un seul coup après la coupure du renseignement. Et notamment en partie parce que les Ukrainiens ne pouvaient plus disposer des préavis de tir. Les Américains voyaient le départ des tirs de missiles. Là, c'est quelques minutes qui étaient utiles aux Ukrainiens pour pouvoir se préparer un peu plus, pour pouvoir alerter la population. C'est 10 minutes. Alors, parlons-en. Il y a un effet sur le terrain, exactement. On va donner les toutes dernières informations, puisque visiblement l'Ukraine est peut-être en train de perdre son meilleur atout. On est donc dans la région russe de Koursk, qui était occupée par les forces ukrainiennes depuis le 6 août dernier. C'est l'armée ukrainienne elle-même qui annonce ce soir qu'elle se replie. Regardez ce qu'a déclaré Oleksandr Syrsky, le commandant en chef de l'armée ukrainienne. Dans les situations les plus difficiles, ma priorité a été et reste de sauver les vies des soldats ukrainiens. Les unités des forces de défense, si nécessaire, manœuvrent vers des positions plus favorables. Et regardez l'image qui circulait cet après-midi un peu plus tôt sur les réseaux sociaux. C'était les Russes qui la transmettaient, notamment les Ukrainiens qui seraient en train de perdre la région russe de Koursk. C'est le message envoyé par ces agences de presse proches du Kremlin. On y voit les Russes qui hissent leur drapeau dans le centre-ville de Soudja. On savait, Samantha de Bernard, que ça devenait compliqué, que là, la Russie faisait tout pour récupérer la région russe, justement en vue de cet accord de cessez-le-feu. Oui, ça devenait très compliqué, surtout parce qu'il y avait d'importantes unités ukrainiennes qui risquaient d'être coupées
du reste de l'Ukraine, et donc totalement encerclée et donc prisonnière des Russes. Et donc on comprend aujourd'hui le retrait des Ukrainiens. Mais oui, il y a une corrélation extrêmement forte entre la coupure du renseignement et les avancées russes. Il faut aussi savoir que la coupure du renseignement a aussi rendu les HIMARS américains dont disposaient les Ukrainiens pratiquement inutilisables. Donc, ça éclaire quand même les choses de façon très différente. C'est-à-dire là, effectivement, on reste dans une perspective où Trump aide quand même beaucoup la Russie. C'est-à-dire il l'aurait aidé de fait. Il a restauré le renseignement. Apparemment. Maintenant, aujourd'hui. Oui. Mais c'est justement tout ça, cette situation a amené à l'affaiblissement de l'armée ukrainienne dans la région de Kursk. Et nous avons répété plusieurs fois que c'est vraiment la carte à jouer à Poutine qui est très importante pour lui, parce qu'il s'agit d'éventuellement un échange de ce territoire contre un autre territoire ukrainien, ou aussi, surtout, concernant le cessez-le-feu, parce que Poutine, il ne veut absolument pas accepter le cessez-le-feu s'il y a l'armée de l'ennemi, ce qui est les Ukrainiens en Kursk, sur son territoire. Donc aujourd'hui, ils mettent tout pour libérer cette terre russe des Ukrainiens, et peut-être éventuellement ça sera un pas en avant pour acceptation de cessez-le-feu, qui n'est pas encore joué. Du point de vue cynique de Trump, ou en tout cas du point de vue égoïste des Américains, est-ce que c'est bien joué? C'est-à-dire de forcer les Ukrainiens d'un côté, puis de forcer les Russes, et de parler durement et d'agir durement avec les uns et les autres? Oui, il a obtenu ce qu'il voulait de la part des Ukrainiens. En fait, concrètement, il a mis de la pression que sur les Ukrainiens jusqu'à présent. Et donc, les Ukrainiens ont été obligés de faire avec, et ont peut-être même d'ailleurs plutôt habilement retourné un peu la situation en acceptant ce cessez-le-feu finalement, et ce qui met la pression maintenant du côté des Russes. C'est-à-dire que là, on voit, Trump va être obligé un peu de se dévoiler maintenant. Et donc, tout le monde se tourne vers lui et dit, bon, ok, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Pour l'instant, il ne fait que parler contre les Russes. Il n'agit pas. Pour l'instant, et on se demande ce qu'il veut faire. La reprise du renseignement, quand même, ça va gêner les Russes. Et la reprise des livraisons d'armes, ça va gêner les Russes. Donc, il pratique un peu la technique qu'il utilise d'ailleurs avec les droits de douane en commerce. Je les impose un jour, je les retire le lendemain. 3 semaines après, je les remets, je les retire. Il sait très bien. Ses interlocuteurs doivent savoir la moindre chose qui lui déplaît méritera une punition. Dès qu'il y aura quelque chose qui lui plaît, il y aura une récompense. Donc c'est bien joué. Justement, Stéphane Marchand, vous le trouvez plutôt équilibré, Donald Trump? Je le trouve extrêmement violent. Je le trouve cohérent. Je trouve que là, à dire qu'on a donné une récompense aux Ukrainiens, c'est un petit peu... Pour moi, c'est une réflexion dangereuse. Vous savez, il y a le concept du bâton et de la carotte. Alors pour le moment, il y a eu le bâton du côté des Ukrainiens, et il n'y a eu aucune carotte. On leur a rien promis, on a juste dit on va arrêter de laisser que vous se fassiez taper dessus. Donc finalement, le bâton, on tape, on va juste arrêter de taper le bâton, et c'est ça, c'est censé être une récompense. C'est une façon très vicieuse de réfléchir. Et par rapport aux Russes, on n'a aucune menace concrète vis-à-vis des Russes. Trump a dit aujourd'hui il y aura des sanctions. C'est un peu comme ce qu'il a dit il y a 3 jours, après qu'il ait dit finalement je comprends que Poutine bombarde la Russie. Mais pardon, il a rétabli, comme le dit Stéphane, il a rétabli le renseignement entre guillemets contre eux. Il a rétabli le renseignement. Donc en fait il a remis les Ukrainiens au point où ils étaient avant. C'est pas une récompense, ça. C'est juste arrêter de les frapper. S'il disait voilà, finalement je double l'aide aux Ukrainiens comme il l'avait dit au moment il aurait pu doubler l'aide aux Ukrainiens. Là effectivement oui, ce serait. Voilà. Et il aurait pu faire de vraies menaces concrètes tout de suite mises en œuvre contre la Russie. Aujourd'hui, Marco Rubio a quand même dit, pendant son escale en Irlande à Shannon, il a quand même dit il y aura sans doute une participation des Européens aux discussions, et sans doute que sur la table, on va mettre l'histoire des sanctions européennes vis-à-vis de la Russie, que la Russie veut faire enlever. Est-ce que c'est ça qu'ils vont proposer? On va reparler des sanctions tout à l'heure, mais ce que vous décrivez est fascinant. Le général Yakovlev dit toujours les Américains sont si puissants qu'ils calibrent exactement la guerre, exactement comme sur un appareil. Est-ce qu'on est au point où là, ils ont calibré exactement, se disant il faut que les Russes récupèrent la région de Kursk et ça nous permettra d'avancer dans la discussion? Est-ce qu'on en est là? Moi, je ne pense pas que ça va jusque-là. Je ne pense pas du tout. Non. Moi, je pense qu'il n'équilibre pas du tout ça, parce que l'idée de Trump, c'est que ça s'arrête au plus vite possible. Il a essayé d'aller le plus simple, c'est-à-dire presser les Ukrainiens. Il a tout fait, mais il a compris que déjà, premièrement, les Ukrainiens ne sont pas d'accord de se rendre et se faire tuer comme ça, simplement, sans résister. Et aussi, la vague de protestations internationales où tous les décideurs, des chefs de gouvernements qui ont protesté à l'intérieur du pays aussi, il y a eu des manifestations, etc. Donc il a compris qu'il ne va pas dans le bon
bon sens. Après, il y a eu ces négociations quand même qui sont plutôt réussies pour les Ukrainiens parce qu'on pouvait craindre pire. Et finalement, elles sont réussies ou elles ne sont pas réussies? Parce que ce qui me frappe sur ce plateau, ce qui me frappe sur ce plateau, c'est qu'évidemment, comme en Europe de l'Ouest, la majorité des gens n'aiment pas Trump. Tout ce qui est, dès que ça fait un peu mal à la bouche de dire il a réussi quelque chose. Il a réussi ou il n'a pas réussi? Les Ukrainiens ont réussi tactiquement. Et en fait, quand ça marche, c'est grâce aux Ukrainiens, et quand ça marche pas, c'est à cause de Trump. Non, on va pas caricaturer, mais en fait, ils étaient dans la situation très difficile, et en fait, ils ont réussi à retourner cette situation difficile et à récupérer un certain nombre de choses, parce que vous avez bien dit, il a quand même retourné le renseignement, il a retourné les militaires. Il faut quand même ne pas sous-estimer le fait qu'autour de cette table, nous n'avons pas les informations qui, en plus, sont éminemment évolutives, et le challenge de Trump, il faut le respecter, c'est d'accoucher d'une paix acceptable pour les deux parties. Oui, mais dans la situation actuelle, en fait, il s'est retrouvé, il a dit la balle est dans le camp des Russes. Donc en fait, c'est ça. Pour les Ukrainiens, c'est une situation intéressante parce que maintenant c'est Poutine qui refuse en fait cette paix. Et s'il refuse cette paix, vous vous souvenez du plan B de Trump? Il a dit si jamais Poutine refuse, je donnerai autant d'armes aux Ukrainiens qu'ils n'ont jamais. Là, du coup, vous l'aimez, Trump, l'homme fort. Ah oui, bien sûr. Mais il ne dit pas toujours du mal de Donald Trump, mais c'est vrai que Marco Rubio l'avait dit. Si jamais Vladimir Poutine dit non à ce cessez-le-feu, alors nous saurons qui est un obstacle à la paix. Ça, il l'avait dit. Et s'il arrive à Moscou avec le texte signé par les Ukrainiens, j'insiste, c'est un texte dont chaque mot est totalement inacceptable, à en juger par ce qu'ils disaient encore les Russes il y a 15 jours. Absolument. Tout est inacceptable. Cessez-le-feu, provisoire, immédiat. Tout ça est garanti. Par la définition, déjà, quand il y avait un accord entre les Américains et les Ukrainiens, déjà pour eux c'est complètement inacceptable, peu importe ce qu'il y a dans cet accord. Il a dit par le biais de ministre des Affaires étrangères, c'est Sergei Lavrov, il a dit nous n'acceptons pas du tout aucune négociation où nous ne sommes pas présentés. Tout ce que nous allons décider, ça va être décidé à Moscou. Le résultat de ça, est-ce qu'on est en train d'enlever de fait une monnaie d'échange aux Ukrainiens? Cette région de Kursk, c'était quand même quelque chose de très important et c'était une opération réussie des Ukrainiens. Non, et puis c'était une prouesse. On rappelle juste, Sergueï, ce qui s'est passé. C'était le 6 août, au beau milieu de l'été. Certains étaient peut-être déjà en vacances, mais les Ukrainiens en ont profité pour faire cette incursion surprise. En Russie, regardez, en un mois, ils occupaient 1300 km². La contre-offensive russe commence un mois plus tard, c'était déjà assez long. Et aujourd'hui, 7 mois après le début de cette incursion ukrainienne, eh bien, les Russes sont avancés plus que jamais. L'Ukraine ne détient plus que la petite partie bleue, c'est 200 km². Juste une réponse au colonel Goya. Colonel Goya, 300 km², mon colonel, c'est combien de départements français à peu près? C'est très peu. Colonel Goya, est-ce que là, c'est vrai que Volodymyr Zelensky est en train de perdre un atout dans ses négociations contre Vladimir Poutine? Oui, bien sûr, c'est pas. Ça arrange le président russe évidemment. Comme je disais tout à l'heure, c'est inacceptable d'avoir des soldats ukrainiens sur le sol russe. Donc c'est important. Il ne pouvait rien se passer, il ne pouvait pas y avoir d'accord de quoi que ce soit tant que cette situation perdurait. Donc, arrêtons un instant. Donc, c'est en fait très important. Vous avez l'air de sous-estimer. Non. Enfin, c'est un élément important. C'est une victoire russe, militaire, tactique, incontestable pour l'instant. Même si les Ukrainiens, effectivement, ont résisté pendant très longtemps. Ils ont percé. 7 mois, ils sont restés sur le territoire russe. Alors, personnellement, j'aurais plutôt conseillé de faire un raid, c'est-à-dire d'aller sur le territoire russe, de tout casser, puis de revenir, de redonner un peu le goût de la victoire, ce qui a été le cas aux Ukrainiens, de secouer un petit peu la Russie politiquement, puis après de revenir. Ils ont préféré garder ce territoire en gage, espérant l'utiliser plus tard, en échange de quelque chose, peut-être des territoires, peut-être ceux qui sont occupés à Kharkiv, par exemple, par les Russes, ou d'autres, peut-être. Bon, le fait est que maintenant, ils ont perdu, en tout cas, cette carte. Ils n'ont pas beaucoup. En ce sens-là, est-ce que le risque est que derrière l'apparence impartialité de Trump, et on va entendre dans quelques instants des déclarations de Trump très dures sur les Russes, mais en réalité, on est en train d'enlever des monnaies d'échange aux Ukrainiens. De fait, c'est les Ukrainiens qui perdent des cartes, pour reprendre le vocabulaire de Vance. Je crois qu'en fait, effectivement, dans le secret de négociation, la partie américaine exigeait des Ukrainiens de rendre en fait la région de Kursk occupée. Et donc, en fait, pour moi, c'est
c'est pour ça d'ailleurs je considère que en fait la réussite de cette opération elle est faite parce qu'ils ont démontré qu'ils pouvaient gagner. Ils ont bloqué un certain nombre d'éléments, mais ils n'ont pas réussi à attirer les unités du front de l'Est de l'Ukraine. Donc de ce point de vue-là, c'était un échec l'année dernière. Ils ont attiré 70 000, il y a 70 000 soldats russes et nord-coréens, et dans les meilleurs, il y a la moitié des parachutistes et de l'infanterie de marine qui est là. Ils ne venaient pas de l'Est, en fait. C'était les unités qui n'ont pas combattu. Il y avait les Nord-Coréens, etc. Donc en fait, ils n'ont pas réussi. Enfin, le but principal était quand même d'attirer les gens du front de l'Est pour affaiblir. Ça, ils n'ont pas réussi. Mais attendez, pardon, quand même. Petite parenthèse, je vous donne la parole. C'était quand même un coup énorme des Ukrainiens. On parle d'une puissance nucléaire historique, en des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. C'est pour ça que c'était la réussite. Le fait qu'une partie de son territoire, même si c'est une toute petite partie, soit occupée, c'est un événement inouï. Ils sont moqués de Poutine, mais bien évidemment, le symbolique était énorme, parce qu'en fait, c'est le territoire national traditionnel russe. Et donc, il y a autre chose aussi, c'est qu'en fait, les Ukrainiens ne pouvaient pas le garder à terme, parce que pour le garder à terme, il fallait construire en fait les protections, défendre ça, et c'est quand même compliqué sous les bombes de creuser les tranchées et de couler du béton. Et donc du coup, en fait, je crois que Trump exigeait qu'ils le rendent. Et à la limite, la retraite ukrainienne actuelle, ça arrange les Ukrainiens parce que celui qui est à blâmer, c'est Trump. Parce qu'en fait, il a coupé l'aide militaire, il a coupé le renseignement, et donc du coup les Ukrainiens peuvent garder la face en disant on a perdu ça à cause de Trump. C'est vrai, mais Trump a quand même aidé Poutine à ne pas se retrouver devant la situation très humiliante d'être obligé d'échanger un petit morceau contre le territoire russe. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit à quel point cette région de Koursk est devenue importante dans la guerre informationnelle russe. Parce que la semaine dernière, il y avait le 8 mars, le fameux jour de la femme, et il y avait des 1000 blogueurs et des commandants, même un commandant tchétchène qui a fait tout un bruit sur Telegram en disant nous allons reprendre la région de Koursk pour les femmes russes, pour leur offrir cette région. On a vu Gerasimov, donc le chef d'état-major dans la région de Koursk, aujourd'hui Poutine. Donc en fait, les Russes peuvent aussi habiller cette victoire de Koursk de façon à peut-être leur permettre. Regardons comment la télévision, Samantha. Regardons précisément comment c'est vendu médiatiquement en Russie. On s'est penché sur la télévision russe. Elle a tourné des reportages auprès de la population russe qui vit dans la région de Koursk. Écoutez les personnes interviewées qui se disent immensément soulagées de l'arrivée des soldats russes. Et en même temps, c'est vrai qu'il était temps, ça faisait déjà 7 mois que la région était occupée. Comment réagissez-vous à l'arrivée de nos soldats ? Oh, je suis très heureuse. Vous savez, les autres ? J'aurais aimé qu'ils soient chassés d'ici plus tôt. Nous sommes encore en vie et en bonne santé. Un grand merci à tous les membres de votre armée. Voulez-vous envoyer un message à quelqu'un en particulier ? Non à tout le monde, mais je sais qu'ils se reconnaîtront. Vous savez pourquoi la discussion s'anime sur ce plateau, c'est qu'il a précisé que c'est un quart de l'Ariège, c'est 300 km. Donc on salue. L'Ariège, c'est 4800 km. C'est un quart de département français à peu près. Voilà. Et nous saluons les téléspectateurs de l'Ariège. Merci à eux. Vous êtes très doués en géographie régionale et vous avez nommé Vierzon la dernière fois. Moi je voudrais ajouter, parce qu'on peut gloser des années, ça fait 3 ans qu'on glose. On va gagner ici, on pensait toujours qu'on allait reprendre la Crimée, etc. Toute chose complètement fantasmagorique. Il n'y a pas d'issue militaire à cette guerre. C'est absolument faux, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que l'issue militaire est possible s'il y avait suffisamment d'aide des pays occidentaux et aussi Madame, il faut des hommes pour servir le matériel. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Donc, il ne faut pas oublier que les Ukrainiens n'ont pas été aidés ni par l'Occident, ni par les États-Unis pour gagner cette guerre. On les a aidés à maintenir un tout petit peu la situation, ne pas perdre trop de territoire. Donc pour moi, c'est la trahison du monde occidental vis-à-vis de la démocratie. On est à la télévision française, les Français sont surchargés d'impôts, vous devriez être respectueux quand même. Moi, je suis très respectueuse et je remercie. On a donné des milliards. Ça va, calmez-vous, s'il vous plaît, vous n'avez rien donné vous personnellement. Ah bon ? Donc l'essentiel, il faut absolument laissons de côté l'aspect personnel. Mais pardon, question, effectivement, vous amenez à là un point important. Si les Européens voulaient vraiment aider l'Ukraine à récupérer, à claquer la porte au nez de Trump, de dire nous, on n'entre pas dans vos histoires, les Ukrainiens, on va se battre pour récupérer jusqu'au dernier kilomètre carré de la Crimée. Est-ce que l'Europe le ferait ? Est-ce que les Ukrainiens le feraient actuellement ? Non, mais l'Europe ne le fera pas. L'Europe ne peut pas le faire. L'Europe ne peut pas le faire ? Matériellement, non. Il lui faudrait 10 ans.
probablement. Non. Si elle le voulait vraiment, il lui faudrait 10 ans. Ah, donc Trump à la main, de toute façon. Oui. Il n'y a que l'armée américaine déployée dans toute sa force qui pourrait reprendre ces territoires. Donc elle ne le fera jamais. Pardon, les 10 secondes qu'on vient de vivre sont quand même terribles parce qu'on dit, ça fait maintenant 4 ou 5 jours qu'on dit, vous allez voir, l'Europe, ça, et en réalité, de toute façon, actuellement, on ne dit pas dans 10 ans, dans 20 ans, on dit actuellement, c'est seulement l'armée américaine qui pourrait, c'est ça ? Enfin, l'aide matérielle américaine. On ne parle pas d'engagement de quoi que ce soit, d'engagement de troupes. Donc même si l'Europe le voulait, elle ne pourrait pas dire aux Ukrainiens, allez, on y va ensemble, on reconquiert la Crimée et le Donbass. On peut faire un peu plus, incontestablement. Mais un peu plus. On peut faire un peu plus. Les Américains pourraient faire. Non, mais les Américains pourraient faire. Je ne me parle pas des Américains, on dit justement sans les Américains. S'il y avait au moins un peu d'aviation en Ukraine, s'il y avait quelques centaines d'avions, ça aurait déjà pu aider. Non, mais l'aviation, elle est d'origine américaine. Il n'y a que nous qui avons c'est pas en même temps. L'aviation américaine, mais au moins cette aviation qui est aujourd'hui, qui est à l'intérieur des armées Laissez répondre le colonel Bouillard. Non, mais par exemple, les F-16. Les F-16, ils sont d'origine américaine. Sont des F-16 utilisés par les armées européennes, mais américaines. Si les Américains ont le droit de regard sur tous les équipements américains qui sont en Europe.